Le sport jouerait un rôle important dans le développement cérébral et dans les apprentissages. Et ça, c'est mettre en rapport l'activité musculaire et les apprentissages, au fond, cérébraux et les disponibilités cérébrales. Ça vaut aussi pour l'instrumentiste, hein, je crois que d'ailleurs vous en faites la remarque. Est-ce que vous pourriez préciser cela Oui, oui, mais c'est plus qu'apprentissage, c'est culture cérébrale. C'est-à-dire que un enfant qui fait du sport, et même une personne adulte, c'est moins plastique chez les personnes adultes, même si ça reste encore plastique. En revanche, un enfant qui fait du sport sculpte son cerveau. C'est-à-dire que si on voit par exemple que s'il fait de la course à pied, eh bien il va sculpter les zones corticales qui correspondent, qui commandent aux neurones et aux muscles de ses jambes. Si il fait du lancer de poids, on va voir que la partie de l'autre hémisphère qui correspond au bras et à la main va s'hyper développer. Donc on voit comment l'activité physique, contrairement à ce qu'on disait, ou préjugé, on disait s'ils ont de gros muscles, ils ont un petit cerveau, c'est exactement le contraire. Quand on entraîne son corps, on stimule son cerveau. Ensuite, une fois que le cerveau sera sculpté, il faudra en faire quelque chose de relationnel, mais au moins l'outil est préparé. Et d'ailleurs, ça se renverse presque, c'est-à-dire que quand on connaît les mécanismes de l'apprentissage psychomoteur, comme le montre par exemple Piaget, c'est une occasion aussi de montrer l'importance que cela peut avoir dans une éducation physique bien comprise, bien pensée. Tout à fait. D'ailleurs, Piaget disait de l'acte à la pensée. C'est-à-dire il disait qu'on commence à penser avec l'acte. Et pour répondre à votre question sur l'éthologie animale, on sait maintenant qu'un enfant commence à penser avec ses mains. C'est-à-dire que c'est une démonstration à la fois de Piaget et d'éthologie, inspirée par les méthodes d'éthologie animale. Un enfant qui a 11, 12, 13 mois pointe du doigt, parlera. C'est-à-dire qu'on a fait l'observation ontogénétique, c'est-à-dire un développemental dans un contexte, et on constate que vers 11 à 13 mois, les enfants ont un curieux comportement. Ils pointent du doigt en direction de l'objet convoité, regardent dans une autre direction de l'espace et déjà pas en direction de l'objet, et ils tentent d'articuler un babil qui oriente la figure d'attachement sur l'objet convoité que l'enfant est trop petit pour attraper. Donc ça veut dire que l'enfant est capable de se décentrer de ce qu'il perçoit pour le convoiter, de désigner, de faire un geste qui désigne l'objet convoité et de tenter d'agir avec un babil sur le monde intime de la figure d'attachement. Un enfant qui a 11 mois fait ça, commencera à parler à 20 mois et à 30 mois saura parler. Donc voilà ici une observation comportementale qui permet de rendre observable qu'un enfant qui ne fait pas ce scénario à 14 mois est un enfant qui prépare mal la parole. Donc c'est grave et maintenant c'est un signe clinique que dans le monde entier, les pédiatres, les psychiatres, les infirmières, les psychologues doivent apprendre pour dépister de plus en plus tôt l'autisme. Et maintenant l'autisme est dépisté très tôt. Quand je faisais des études, l'autisme était dépisté à peu près vers 3 ans et demi. Maintenant, on dépiste un autisme vers 12-18 mois. Et ça, c'est un des meilleurs signes de dépistage de l'autisme. Il y a même des signes plus précoces. Alors si on tient compte de ce que vous dites, de ce fait, à savoir que certaines capacités intellectuelles sont développées ou peuvent être favorisées par l'activité sportive, il y a d'autres, bien évidemment, d'autres activités qui participent à développer les activités intellectuelles. Ce ne serait pas très honnête et un peu réducteur d'imaginer que c'est au sport d'avoir la fonction principale. Est-ce que ça doit nous conduire aussi à une réflexion sur le dualisme, au fond le dualisme âme-corps? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est métaphysiquement encombrant? Ah, pour nous, on dit que Descartes nous a joué un vilain tour en séparant l'âme et le corps, c'est-à-dire en faisant du corps quelque chose qui était pesable, qui était mesurable et palpable, et de l'âme une substance immatérielle, non déterminée, et qui pourtant était amarrée à la bite de l'épiphyse, dit-il. Je ne sais pas comment on fait pour amarrer quelque chose qui
qui n'a pas de matière, comment on fait pour l'amarrer? La bite de l'épiphyse, c'est-à-dire l'épiphyse, c'est une petite glande. La glande pinéale. La glande pinéale. C'est Descartes. Oui. Moi, je préfère dire bite de l'épiphyse. Qui bite avec deux T. Oui, hein, bien sûr. Qui était entre les deux hémisphères cérébraux et qui a une fonction neuro-endocrinienne. Et Descartes disait que l'âme s'amarrait là. Bon, je ne sais pas comment il a fait. Jusqu'à maintenant, Descartes a rendu service à la médecine expérimentale et il n'a pas rendu service aux animaux parce qu'en développant la médecine expérimentale, il a presque éthiquement encouragé l'expérimentation chez les animaux. Et le sacrifice des animaux nous a parfois rendu service, même si je trouve qu'actuellement il devient inutile, abusif. Parfois nécessaire, souvent abusif. Mais il n'a pas rendu service aux sciences de la psychologie en disant que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas observer, qui n'était pas palpable, qui n'était pas mesurable. Alors que nous, maintenant, avec les neurosciences, on se rend compte que quand vous parlez, si vous élaborez, c'est une partie antérieure de votre aire singulaire antérieure qui se met à consommer de l'énergie. Ce n'est pas le lobe temporal où se convergent plutôt les efforts de parole. C'est-à-dire que le fait d'élaborer est lié à l'émotion, c'est-à-dire au corps. Si vous dites « j'imagine ce que je vais faire dimanche prochain, j'imagine ce que je vais dire, mais je ne le dis pas », qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? C'est lié à l'émotion. Ah, mais je vais lui expliquer, je vais trouver les mots. Alors là, il y a le travail de la parole, de l'acte de parole. C'est un acte. Je bouge la langue, je contracte mon diaphragme. Donc là, c'est comment on fait pour rester cartésien là? C'est-à-dire que je pense que le fait de parler, de faire un effort, modifie le cerveau. Et une fois que l'outil relationnel est construit par l'acte, à ce moment-là, je me sers plus ou moins bien de cet outil, et là peut-être que Descartes peut nous aider. Mais une fois que l'outil est construit,